Bonjour et bienvenue sur musculationprisedemasse.com. Ici Étienne. Ici Maxime. Et on est samedi. Normalement, le samedi, c'est le samedi sofa, mais avec notre invité, j'ai pas eu les couilles d'aller sur le sofa. On va rester à la table parce qu'on est sérieux aujourd'hui. Et cette semaine, Charles est en congé. Si ce n'est pas la première capsule que vous écoutez cette semaine, vous le savez. Je l'ai répété une couple de fois. Et Maxime a fait travailler à notre place. Maxime, doctorat en sciences de l'exercice. Et ça paraît dans ses réponses à date. Je trouve des réponses vraiment intelligentes, Max. Merci. Good. Fait qu'aujourd'hui, Max va répondre à une question de nos membres, Mario. Mario qui nous dit « Bonjour Charles et Étienne. Je vous écris pour vous donner des nouvelles de mon entraînement et aussi pour vous poser une question qui me chicote depuis quelques temps. » Super, je pense qu'on va pouvoir y répondre bien. D'abord, je suis assez fier du poids que j'ai pris jusqu'à maintenant, surtout dans la période allant de septembre à février. Donc ça, c'est 5 mois, où j'ai pris plus de 15 livres de masse maigre. Je suis maintenant à 184-185 livres, mais voilà, depuis février, je n'ai pas pris une livre. Donc là, on est en juin. Je n'ai pas pris une livre malgré que je m'entraîne assidûment et surtout, je pense manger suffisamment. OK, donc, aurait pris 15 livres en 5 mois et n'a pas pris une livre dans les 4 mois suivants. Et s'entraîne assidûment et pense manger suffisamment. La question que je me pose est celle-ci. À force de manger comme un défoncé pendant des mois et des années, il me semble qu'on impose un grand stress à notre système digestif. Et je me demandais si celui-ci ne deviendrait pas moins efficace, diminuant ainsi l'assimilation des aliments. Je me pose cette question-là, moi aussi, des fois. Fait que je suis bien curieux d'entendre ce que tu en penses. D'ailleurs, depuis quelque temps, j'ai souvent des maux de tête terribles, causés par un engorgement de mon foie, il me semble. Alors, j'ai fait quelques petites cures de nettoyage, mais j'ai l'impression que mon corps me dit « Wow, le malade, nous autres, les organes, on a besoin d'un break. » Je ne suis sûrement pas le seul à vivre cette situation. Que me conseillez-vous de faire? Et on a une autre question sur une tendinite à laquelle on va répondre après. Fait que, Maxime, qu'est-ce que tu en penses? Intéressant. Je ne suis pas gastro-entérologue, je ne suis pas un spécialiste du système digestif. J'ai touché un petit peu à ça. Le système digestif, c'est une belle machine. Ça fait du travail, puis c'est un genre de bac à digestion. C'est-à-dire que les aliments rentrent, puis ça va fermenter, ça va être dissous dans un bac d'acide. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être saturé. Donc, on peut topper la capacité du système digestif mais par repas. OK. Un exemple, je vais me prendre 11 assiettes de buffet chinois. Ouais. Un moment donné, ça se peut que j'ai des problèmes de digestion. Ça peut être plus difficile à digérer. Sur plusieurs années, de dire je mange régulièrement beaucoup, mon système digestif devient moins efficace, c'est peu probable. Peu probable. C'est peu probable, OK. À moins qu'un gastro-entérologue me tape ses doigts et me dise non, ça arrive régulièrement. S'il y en a un qui nous écoute, on aimerait ça t'entendre. Vas-y. Mais ça serait très, très surprenant parce que c'est vraiment la survie totale de l'être humain dépend de la capacité du système digestif à digérer. C'est vrai. Donc, c'est peu probable qu'à force de manger, ça s'use puis ça ne fonctionne plus. Ouais. Dans la majorité des cas, là, biologiquement parlant, peu probable. Ce qui risque d'arriver, par exemple, c'est que à force de se gaver comme ça, il risque d'avoir une prise de poids qui va être probablement du gras, pas juste du muscle. OK. Ensuite de ça, il va y avoir certains organes qui s'occupent de faire la distribution un peu des nutriments, entre autres le foie, qui peuvent commencer à être surchargés un peu. Ah oui? Quand tu dis par contre, là, j'ai probablement des problèmes de foie, là, habituellement, on rentre sur un terrain plus naturopathie. Oui, mais ça. Tu sais, le foie engorgé, une queue. Puis... Des intox du côlon, là. Exactement. Yes. Moi, je ne suis pas contre ça, je ne suis pas pour ça. C'est juste que j'ai besoin de chiffres. Ouais. Par exemple, c'est quoi le niveau de tes enzymes hépatiques? Je n'ai pas fait mesurer ça, mais je sais que mon foie ne marche pas. Ouais. Ça, c'est comme d'aller au garage puis de dire, mon char ne marche pas, c'est les spark plugs. T'as-tu checké s'il y avait de l'essence? T'as-tu checké tes spark plugs? Non, je le sais. Ouais, je le feel, là. C'est ça. Spark plug. OK. Donc là, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est s'assurer que est-ce qu'il y a effectivement des problèmes au niveau du foie. Peut-être aller voir un médecin dans ce cas-là. C'est clair que ça va prendre un dosage. Ça va prendre un rendez-vous chez le médecin pour avoir une idée, que ce soit certains tests d'urine, des prises de sang. Donc, ça serait une première étape. S'assurer que, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas tant que ça l'alimentation qui a un impact sur le gain de masse musculaire. Les gens qui disent c'est 80 la nutrition, 20 l'entraînement. Moi, ça m'a toujours fasciné quand on met des chiffres comme ça, parce que je me dis, pour avoir un pourcentage, il faut que tu divises quelque chose par quelque chose. Qu'est-ce que tu divises
pour répartir nutrition puis entraînement. C'est au jugé, là, c'est sûr. C'est ça, c'est du ballpark figure à peu près. Bien sûr. L'alimentation que par défaut on va avoir en Amérique du Nord, Ouais. c'est habituellement pas pire adéquat pour gagner de la masse musculaire. Intéressant. Donc, c'est rarement ça qui va limiter. Oh, wow. Ce qui risque là de limiter, c'est probablement que l'entraînement a possiblement pas été bien périodisé. C'est-à-dire on atteint un plateau parce que la stimulation reste à peu près toujours la même. D'accord. Là, quand on dit stimulation reste toujours la même, on a peut-être quelqu'un qui est arrivé qui a dit, ben là, j'ai commencé, je faisais mes jambes, je faisais du leg press. Ouais. Je change mon programme, on va dire, on met des chiffres, là, je fais 3 x 12 sur le leg press. Ouais. Après X durée, je change mon programme parce que c'est important de changer mon programme. Oui, bien sûr. Là, je vais faire 3 séries de 12 sur le squat. Ouais. C'est un programme complètement différent. Je ne suis pas d'accord. Là. Pour moi, tu fais pas mal la même chose. Extension au niveau du genou, extension au niveau de la hanche. Ouais. OK, il y en a un qui a la tête en haut, l'autre qui a la tête en bas. OK, il y en a un que le dos travaille, l'autre le dos ne travaille pas. Mais as-tu déjà vu quelqu'un sur la rue de dire « Ah, check les jambes, lui il fait du lunge. Lui c'est des squats, lui, c'est du leg press. » Ça n'arrivera pas. Donc, les gens, des fois, ont l'impression de changer leur programme. Puis, dans le fond, ça fait peut-être 12 mois qu'il fait exactement le même volume d'entraînement, la même intensité. Ouais. Et là, ça, ben, ça se reflète. Il n'y a presque plus d'adaptation parce que c'est la même sollicitation. Il y en a eu au début, quand le stimulus était nouveau pour lui. Exactement. Là, maintenant, on n'augmente pas le volume ou la charge. Il passe grand-chose. Puis ça, c'est intéressant qu'il réécrive pour confirmer ou infirmer ça. Mais c'est peut-être qu'il est passé. Les gens le font, on va le savoir. Bon, ça serait vraiment intéressant. Mario, si tu nous écoutes, tu peux nous laisser un commentaire sous cette vidéo avec tous ces chiffres-là, si tu veux. Okay. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est passé de l'appareil bleu à l'appareil rouge à l'appareil jaune, en se disant, mais là, c'est vraiment différent. Puis que l'entraînement n'a pas nécessairement été très périodisé. Il n'a peut-être pas enchaîné seulement des cycles en force, en hypertrophie, puis peut-être même en endurance musculaire locale. OK. Mais Mario est membre avec nous. Je ne sais pas depuis combien de temps. Ça me surprendrait que ça soit depuis septembre passé. Mais nous, on leur fait faire des cycles d'hypertrophie, des cycles de force. On change les exercices. Peut-être que... C'est sûr qu'on n'est pas dans la salle avec les gens. Fait que peut-être que... Ce qui va arriver chez les gens qui s'entraînent par eux-mêmes, là, c'est on change l'exercice. Forcément, pour le nouvel exercice, le poids est plus léger au début. Oui, puis pas quel poids mettre. Oui, puis là, on s'entraîne. Après une semaine ou deux, le poids remonte. Puis là, on arrive à un poids qui commence à être lourd. Puis on se dit, OK, je l'ai. Puis on va changer d'exercice comme ça. Puis à tous les exercices, on va rapidement aller chercher un poids relativement difficile sans nécessairement peut-être chercher à se pousser au maximum et à augmenter sa force pour le muscle à faire cet exercice-là. Donc, peut-être que dans ce cas-ci, si on prend l'exemple squat leg press, si je fais du squat, un programme, un leg press load, la fois où je reviens au squat, il faudrait que je me force pour augmenter ma charge au squat à plus lourd que ce que je mettais avant. Est-ce que ça se peut, ça? Bien, si je suis supposé être plus fort, oui. C'est sûr. Si par exemple, sur le squat, je faisais un bloc de force aigu, ouais. J'enchaîne après ça en hypertrophie avec du leg press, je reviens sur le squat, ouais. Ça se peut que ma charge ait diminué. Parce que là, je passais force, hypertrophie. Ouais. Je reviens sur le squat où je faisais de la force aiguë. Ouais. Ça se peut que je reparte d'un petit peu plus bas. Probablement que je vais remonter, par exemple, à des valeurs proches de ce que j'avais, puis supérieures éventuellement, mais ça se peut qu'il y ait un petit recul. OK. Ce ne serait pas anormal. Mais il faut chercher quand même à augmenter ses charges maximales toujours. L'intensité en entraînement, en musculation, c'est le facteur d'échec numéro 1 pour la force puis pour le gain de masse musculaire. Formidable, je pense, moi aussi. C'est super difficile parce qu'on n'a pas de référence. Tu es sur le cardio, tu as tes fréquences cardiaques. J'étais à 85 % ou j'ai ma vitesse, j'arrive en muscu, c'est combien je mets. Ouais. Ça, c'est à peu près correct. Puis là, je pousse, j'ai forcé. Ouais. Ça, c'est comme quelqu'un qui me dit qu'il est sur le cardio. Puis là, tu es à quel pourcentage? Je force. Ouais. C'est une perception. Ouais. On a besoin d'ajouter autre chose aux perceptions. Il faut ajouter du concret. Donc, l'utilisation de tests de force, ça peut être intéressant. Oui, pour être sûr qu'on progresse. Exact. Mais les gens, je pense qu'avec nos programmes, les gens notent dans le journal de bord, là, si vous écoutez nos instructions, vous notez vos charges. Puis, mettons, là, Mario fait un cycle au squat, note ses charges, va s'entraîner, fait d'autres exercices, change de programme, revient au squat, devrait avoir encore les charges qu'il a notées pour le premier cycle de squat. Puis là, devrait essayer de mettre plus lourd. Ouais. Exactement. Okay. En tout cas, de voir du moins où est-ce qu'il se situe par rapport à ça, puis essayer de comprendre pourquoi. Si je suis en bas, comment ça se fait? Si je suis en même affaire, comment ça se fait? Puis si je suis au-dessus, comment ça se fait? Tout à fait. Excellent. Puis ça, je pense,
Je pense que dans le cas de Mario, ça devrait bien aller. Tu vois, il nous dit qu'il s'entraîne depuis septembre. Donc, ça fait moins d'1 an. Il va certainement continuer à progresser pas mal. Mais je pense que quand on se parle de gens qui ont beaucoup d'expérience en musculation, le défi chez les athlètes, mettons, de haut niveau, ça va devenir de continuer à progresser. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, là, j'ai beau essayer, je change de méthode, je change de technique, j'essaie des exercices peut-être sophistiqués, puis là, je reviens, je teste mon squat, puis il ne monte pas. Ouais. Donc, à un moment donné, il y a peut-être un plafond de force. Ben, on est rendu où, là? Il va toujours avoir un plafond à un moment donné. Il faut savoir si tu veux des plafonds 10 pieds, 7 pieds ou 24 pieds. C'est parfait, ça. Non, mais il va toujours en avoir un, puis c'est utopique de penser que c'est toujours plus haut, plus fort, plus loin. C'est pas ça en réalité. Il y a des fois que ça va être plus bas, puis ça va être ça. Sauf que si on regarde en entraînement, il y a un principe qui est le principe du moindre retour. C'est-à-dire, plus je suis bon dans quelque chose, plus ça va prendre un effort important pour progresser de pas beaucoup. Un exemple, Usain Bolt, sur une année d'entraînement, s'il coupe 4 centièmes, il est fort. En effet. Ma mère, sur un 100 mètres, en 2 semaines, elle peut couper ça de 10 secondes. Ah ouais. Elle part de plus loin. C'est vrai. Donc, c'est un petit peu ce principe-là. Puis là, c'est clair qu'il ne peut pas s'attendre à avoir des gains linéaires. Non. C'est-à-dire, ben là, je gagnais 15 livres au début, je vais continuer. Puis si je ne continue pas à gagner 15 livres, il y a un problème. Pas un problème, c'est que la progression biologique du corps, ce n'est pas des règles linéaires, c'est ondulatoire. C'est sûr qu'on va plafonner un moment donné. On va essayer d'avoir un petit gain. Mais quand on atteint des plateaux, surtout quand les gens, comme tu disais, ils ont beaucoup de background, beaucoup d'expérience, moi, j'aime beaucoup faire un retour aux sources. Okay. Retourner vraiment à des exercices de base, mais m'assurer que chaque variable est contrôlée. Ça veut dire que mon intensité est vraiment correcte. Donc, on va tester la force, on va prédire les charges, on va vraiment valider ça. Les repos qui vont être vraiment contrôlés, c'est-tu 60 secondes ou 75 que tu prends quand je te dis de prendre 60? Ah, ben, je vais boire de l'eau et je reviens. Dans la plupart des gyms au Québec, quand tu vas boire de l'eau et tu reviens, c'est plus qu'1 minute que ça prend. Très bien. Donc, ça ne marche pas, ça. Fait que c'est vraiment de juste pas prendre pour acquis que l'athlète fait tout correct ou que le participant d'expérience fait tout correct. Puis vraiment de dire, OK, là, je te reprends là, comme si tu étais novice, puis on repart là-dessus. Puis le challenge de la personne, c'est de dire, là, tu trouvais ça tough quand tu avais le programme XYZ super complexe. Là. Tu disais, là, hey, je finissais, je remplissais une chaudière. Bien là, avec le petit programme de débutant là, que je te fais, je veux aussi que tu remplisses une chaudière. Fait qu'arrange-toi pour le faire. Puis là, la difficulté, c'est de rendre ça tough. Et là, ça demande beaucoup de travail de la part du participant pour vraiment élever son intensité et s'assurer que tout est correct. D'habitude, ça aide beaucoup à décrocher des plateaux. Ah ouais? Moi, j'y crois beaucoup. Puis, pas mal de chiffres là-dessus aussi, pas pire. Intéressant. On va s'en parler tantôt? Oui. Cool. Fait que là, pour Mario, ça ne serait pas le système digestif, ça serait plus s'assurer de devenir de plus en plus fort. Bien, ça serait ça. Puis ça serait vraiment réviser qu'est-ce qu'il a fait, puis s'assurer que tout est fait correct. Puis au niveau du système digestif, bien, je ne me fierais pas à quelqu'un qui me regarde, par exemple, le blanc des yeux, qui me dit, bien là, ton foie ne marche pas, je dirais parfait. Bien, j'irais voir pour contre-vérifier avec des mesures. Pas dénigrer quelqu'un, puis pas croire aveuglément quelqu'un d'autre, mais juste avoir 2 opinions vraiment de secteurs différents. Okay. Puis quand on se dit avoir des mesures, ça se passe à l'hôpital, dans le fond. Ça se passe dans le système. Je clique la carte RAMQ. C'est bon, mais ça, c'est gratuit au moins? On paye pour. Oui, on ne paye pas à chaque fois, mais on paye pour. C'est ça. Surtout si c'était les impôts il n'y a pas longtemps, on paye. OK, Mario avait une deuxième question. Il nous dit, pour couronner le tout, je me suis tapé une tendinite au bras gauche qui m'empêche d'entraîner mes biceps. Alors, je me demande, pour ne pas perdre les muscles que j'ai gagnés tout en aggravant pas ma tendinite et lui permettre de guérir, comment dois-je m'entraîner? Tendinite, c'est un peu le principe d'une ampoule. C'est-à-dire que c'est un problème d'usure la plupart du temps. Correct. Donc, ça, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a eu une friction au niveau du tendon qui a créé une inflammation. Quand on a une ampoule, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on met un gant ou on ne serre pas de notre main pour pas que ça fasse mal. Donc, c'est sûr que là, il ne pourra pas continuer le même régime d'entraînement parce que l'entraînement qu'il a fait avec son rythme de vie, là, si on prend le package au complet, bien, ça a donné une tendinite. D'accord. Donc, ça veut dire que ça ne fonctionnerait pas. Donc là, il faut qu'il récupère, il faut qu'il révise ce qu'il fait pour ne pas revenir dans le pattern de la tendinite, mais c'est hyper important qu'il adresse vraiment cette problématique-là. S'il voit ça comme un setback, là, comme un recul, c'est pas ça. Ça, là, c'est un message clair, c'est une évaluation gratuite qu'il vient d'avoir, de dire, là, ça ne marche pas, il faut réviser les choses. Ça va être super important parce que s'il continue à pousser là-dessus, la tendinite, ça s'aggrave, ça devient chronique.
Puis après ça, là, c'est des années et des années de déplaisir. C'est vrai que ça récupère lentement. Ouais. Puis c'est quoi les causes les plus communes? Mettons, tu as un client qui s'entraîne en musculation, vient de voir une tendinite au bras gauche. La plupart du temps, c'est un volume d'entraînement trop élevé. Très bien. Au niveau des articulations coude-épaule, il y a aussi des fois les prises. Lorsqu'on va tenir barbell, dumbbell, qui vont être trop serrés pour rien. Au niveau du coude, c'est très, très, très fréquent. Là, épicondylite, épitrocléite, là, ça va vraiment être beaucoup, beaucoup associé à la prise. Puis ce qui est clair, c'est que le meilleur investissement qu'on va pouvoir faire, c'est consulter dans un physio compétent là, pour vraiment adresser ça. Là, puis j'insiste sur le thème compétent. Là, comme dans toute profession, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Mais vraiment s'assurer là, de traiter ça puis de vérifier avec le physio quelle est la cause. OK. Est-ce que, moi, dans ces cas-là, je recommande souvent aussi de consulter un ostéopathe. Qu'est-ce que tu en penses? Tu irais avec le physio, toi? Moi, j'irais d'abord avec le physio. Ouais. Je ne veux pas étaler mes expériences personnelles, mais bon, avec des ostéos, ça s'est passé parfois bien, parfois moins bien. Très bien. S'il connaît un ostéo qui est très compétent, puis en qui il a confiance, qu'il aille là, puis pas de problème là, pour le traitement. C'est toujours le mot-clé dans le traitement, c'est compétence. Tout à fait. OK. Puis comment est-ce que... moi, je donne ces conseils-là parfois à des gens qui m'écrivent pour chercher un entraîneur. Je leur dis que je ne prends pas de nouveaux clients, mais de s'en trouver un, puis je leur donne des questions à poser à leur entraîneur. Donc, si toi, mettons, tu avais une tendinite, puis tu appelais un physiothérapeute que tu ne connais pas, tu lui demanderais quoi au téléphone pour savoir qu'il est compétent? J'écouterais ces questions. Les questions qu'il va poser, ça va déterminer vraiment son expérience, puis son approche par rapport à la problématique. Il va te poser des questions au téléphone? Bien, ça peut se faire. Moi, j'aime bien rencontrer. J'aime bien aller passer mon thérapeute en entrevue. Toutes mes athlètes, quand elles vont se blesser, moi, je prends un rendez-vous avec une blessure simulée avec le physio, puis j'ai l'évaluation, puis je veux savoir. Puis souvent, on dit, ben t'as rien, je vois pas d'inflammation. Puis, OK, ben merci. Parfait. Bon, j'en ai 4 maintenant qu'il faut que je t'envoie des traitements. Donc, ça peut être une façon de faire, mais juste d'aller jaser, de prendre rendez-vous, puis juste vraiment, quelles questions. Normalement, là, un excellent physio va poser des questions sur, la cause aiguë. Tu as eu mal quand, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il va essayer de cibler, l'ensemble des activités qui sont faites sur une journée. Parce que peut-être que ici, Mario nous dit que ben là, c'est en entraînement que je me suis fait mal, par exemple, au coude. C'est pas nécessairement ça. C'est peut-être sa souris d'ordinateur, dans le fond, qui cause le problème. Puis la douleur se manifeste à l'entraînement. Il se dit, si ça fait mal sur le bicep curl, c'est à cause du bicep curl. C'est pas à cause au bureau, parce que j'ai pas eu mal avant au bureau. Donc ça, le bon physio va être en mesure de cerner ça, d'essayer d'évaluer l'ensemble de la problématique. Puis ça aide beaucoup, beaucoup dans le traitement. Fait que si je vais voir un physio, puis il me jase 5-10 minutes, puis il part le traitement, c'est mauvais signe? En tout cas, il faut qu'il soit sûr de sa shot, puis que si tu as un clou de planté dans le pied, puis qu'il dit « je pense que tu as un clou de planté dans le pied c'est correct. Mais sinon, là, habituellement, là, parce que ce qui arrive des fois, je n'aime pas ça dire ça, mais un moins bon physio, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rapidement classer dans une boîte. Il va dire « tendinite, OK, on va faire du tense, on va faire ci, on va faire ça, c'est ça que tu fais, parfait, 10-15 minutes, glace, parfait. » Puis là, c'est que lui, dans sa tête, il a cerné le problème. Le diagnostic est trop rapide. Exactement. Fait que là, si c'est la bonne boîte, il est bon. Si c'est pas la bonne boîte, on va dire les maudits physios sont pas bons, sont ci, sont ça. Fait que, un physio, c'est pas un technicien. Non. C'est un théoricien qui a des applications pratiques. J'aime ça. Donc, faut qu'il jase, il faut qu'il cerne l'ensemble de la problématique. Puis de la même façon, un entraîneur, si je vais voir un entraîneur dans un gym, puis il me jase 10 minutes, me fait un programme, ça ne sera pas nécessairement adapté. Ça se peut que ça le soit, mais si ça l'est, moi, j'achèterais un billet de loto. Comme ça. Mario, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Maxime, merci pour ta réponse. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, samedi, dernière journée pour vous procurer les 2 entrevues avec Maxime Saint-Onge sur la prise de masse musculaire, comment devenir musclé, et la perte de gras, comment devenir cut. J'ai appelé ça une approche scientifique. Pas pire. La pression. De la pression. OK. Fait que sont 49,95 chacune, vont être disponibles sur le site tout le temps. Sauf que vous pouvez les acheter les 2 ensemble pour 69,95 jusqu'à aujourd'hui. Fait que si ça vous intéresse, je vais mettre le lien directement pour les acheter en dessous de la vidéo. Puis il y a une autre page avec plus d'informations que vous pouvez aller consulter si vous n'êtes pas sûr. Et je vais mettre le lien aussi en dessous de la vidéo. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est la fin de la semaine avec Maxime. Maxime, merci d'être venu à musculation.com. Vraiment belle expérience. Très agréable. Fantastique. Merci pour tes réponses. J'espère que vous aimez ça autant que moi. Et puis, nous, on se laisse. Puis nous, on se revoit dans un instant pour les entrevues.
Salut tout le monde. Bye bye.